Je m'appelle Éric Didier, j'ai donc deux prénoms. Les gens qui ont deux prénoms, ils ont été généralement abandonnés par leur famille et laissés à un orphelinat. On leur a donné le nom du saint du jour. Donc je me suis associé avec un gars qui s'appelle Charles Thomas, donc on est deux orphelins. Donc je vais commencer par un premier slide. C'est vrai qu'il marche pas bien. Bien. Qui est trompeur. Parce que déjà, c'est pas moi. En effet, je suis en bleu. Et deuxièmement, je vais pas du tout vous parler de charcuterie. Mais vers le deuxième ou le troisième slide, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça la stratégie, entre guillemets, la méthode ERTA que j'ai apportée, entre autres, il y a 2 ans presque chez Comet. Donc en vrai, peut-être, la main gauche, la droite. Ah, c'est bien, ça vibre quand ça a passé. Ça marche pas quand on appuie, mais quand ça marche. Donc, quelque chose à mon sujet, je suis plutôt entrepreneur, j'ai fait 3 ans chez Thales, je me suis rendu compte qu'il y avait 18 niveaux de hiérarchie pour un jour serrer la main à mon boss, donc j'ai donné ma dème et j'ai commencé à créer des boîtes. J'aurais pu m'en rendre compte avant d'aller chez Thales, de me dire, mais bon. J'ai copiloté ou piloté 9 sociétés, j'en ai créé 6, il y en a 4 que j'ai revendues, plus ou moins bien, dont une très bien, il y en a une que j'ai plantée, c'est pas Comet. Et la dernière, puisque 6 c'est égal à 4 plus 1 plus 1, la dernière, c'est Comet, dont je vous parlerai un petit peu. Ce que j'aime faire, je sais pas si je sais faire, mais ce que j'aime faire, c'est du soft qui s'appelle SAS, qui à une époque s'appelait ASP, merci. Ça, c'était pour le dinosaure confrère. Avant, on appelait ça ASP. Un jour, c'est devenu SAS avec 2 petits A, c'est devenu magique, alors qu'avant, c'était l'ASP, ça existe depuis 15 ans. Et j'aime bien le B2B et j'aime bien un peu les SMB, beaucoup les grands comptes. Donc c'est ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire aussi, c'est passer de 0 à 100 millions d'ARR, quand on est dans le monde du SaaS, ou de GMV, GSV, si on parle de plateformes de type transactionnel, enfin de plateformes d'exchange. En ce moment, on en a un petit peu moins de 30 chez Comet. Et globalement, au-dessus de 100, je m'embête un peu, il y a plein de management, plein de politique, et généralement, je m'en vais. Ou je revends la boîte, ça veut pas dire Comet, on le vendra quand on a atteint 100. Pas du tout, mais globalement, il y a des moments c'est fun, il y a des moments c'est pas fun. Je parle pas de Comet, je parle du fait quand on dépasse des gros trucs, quoi. J'ai vécu 12 ans aux US, j'en reviens il y a 1 an et demi pour justement aller chez Comet. 8 ans en Californie, 4 ans sur la côte Est, Boston, Washington, pour justement créer différentes boîtes. Et je suis revenu à m'installer à Aix, parce que quand vous revenez de Californie, vous dites je vais aller à Paris, j'ai des enfants qui sont plutôt jeunes, ils ont 9, 11 et 13. Leur faire la crasse de les mettre dans un 3 pièces et de prendre le métro quand vous revenez d'une grande maison avec une grande piscine, c'est vraiment que vous aimez pas vos gosses, quoi. Et avant, j'avais toujours fait CIO et je cherchais donc, je suis très mauvais à inventer. Je suis pas trop mauvais à scaler, même faire croître et scaler. Et donc, en revenant en France, je me suis dit, je vais recréer une boîte parce que je sais faire que ça. Je sais pas si je le fais bien, mais je sais faire que ça. Et on a été intermédié par une Anglaise dont on a été tous les deux copains avec ce fameux Charles Thomas, qui est le CIO de Comet. Et je me suis dit qu'en fait, c'était le cofondateur idéal. Je cherchais un cofondateur. Lui, il cherchait pas vraiment un cofondateur, mais plutôt une personne pour l'aider justement à redémarrer Comet. Ou continuer à démarrer Comet. Et en fait, on s'est adopté. Je suis devenu cofondateur, late founder, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, on se retrouve à être 4 à être cofondateur de Comet. Et Comet, c'est une histoire qui est toute simple. C'est un gros why, point d'interrogation, au sens purpose, au sens la raison de vivre, la raison d'être. C'est que, donc je rejoins tout à fait Sofiane, c'est que globalement, il y a 700 000 personnes en France qui travaillent pour des ESN. ESN, SS2I, vous savez tout ce que c'est, surtout ceux qui sont ingénieurs, ils ont eu 10 000 propositions pour rentrer dans une ESN. Il y en a bon an mal an 700 000 et il y en a à peu près 700 000 qui sont pas vraiment heureux de leur job. Pourquoi? Parce que l'ESN est né il y a 40 ans maintenant, cette année, à la suite d'un changement du droit social en France, qui était le fait que juste au moment où naissait l'informatique, c'est il y a 40 ans, le gouvernement prenait une décision comme quoi le CDI devenait un sacro-saint mécanisme et qu'il fallait vraiment pousser à fond l'emploi à vie. Donc vous avez l'informatique où c'est par essence du projet qui commence et qui s'arrête, et le gouvernement qui fait passer une loi où il faut garder la personne à vie.
bah, c'est pas tout à fait à vie, mais très très contraignante. Je dis pas, mon propos n'est pas politique, c'est pas bien mal, c'était seulement 2 alignements d'étoiles. Aligner 2 étoiles, c'est facile, hein, puisque 2 points sont toujours alignés s'ils sont bien l'un en face de l'autre. Et donc c'était un mauvais alignement d'étoiles, et donc sont nés, bah, comme toujours quand un marché souffre, ça s'appelait la prohibition aux US, on interdit l'alcool, nécessairement ça revient. En France, on a interdit la souplesse du travail pour le marché de l'informatique, donc est né l'équivalent de la prohibition, les ESN. Il y en a qui travaillent pour les ESN parce que je suis... et donc, il y en a des très bien, il y a des petits groupes qui sont très bien, mais les grosses, c'est un peu bizarre. Elles sont là pour faire de la marge et servir de tampon entre les deux. Quand vous servez de tampon, c'est exactement ton slide, Sofiane, sur Dilbert, qui dit dans mon objectif, il y a le fait d'être heureux, et son chef, le pointy hairy boss, le boss aux oreilles pointues, il répond désolé, c'est pas dans les objectifs de la société. Donc, globalement, nous, on s'est dit, chez Comet, on veut absolument que chaque personne, IT Data, enfin IT Tech Data, que chaque personne ait un job qui le rende heureux. Et pour ça, on en a déduit que pour rendre heureux, dans les structures légales qui existaient, les contrats de travail, l'idéal, c'était le freelancing. Je dis pas que c'est le mieux, mais donc on s'est dit, notre why, ce qu'on veut faire, c'est que les gens soient heureux. Et plus on rendra de gens heureux pour que le matin, ils aient la banane en se levant, aller sur un projet qui leur plaît, ben, ça les rendra plus efficaces, plus heureux, ça sera mieux pour tout le monde. Donc c'est la seule chose qu'on fait chez Comet, c'est pour ça. Arriver à avoir plus de freelancers, virgule, heureux. Plus de freelancers, ça c'est le business, et heureux, parce que c'est la façon dont on fait les choses. Donc Comet, ce n'est que ça. Donc on est une plateforme d'intermédiation, on qualifie dans tous les sens tous les gens qui sont freelance et qui s'inscrivent chez nous, on essaie de comprendre tout sur eux. Derrière, on va voir, parce qu'on est très grand compte, on a des commerciaux qui vont voir les grands comptes en disant de quoi est-ce que tu as besoin, enfin dans un grand compte de quoi vous avez besoin, le grand compte nous le dit, et après la machine fait le match idéal, va chercher une centaine de personnes potentielles sur les 8005 qu'on a, elle leur tape sur l'épaule en automatique, elle propose, elle fait l'algorithmie, elle en pond 3, 2 personnes qui ont choisi ce projet-là, sinon ils sont pas là, l'ensemble du cycle mais un peu moins d'une journée, et ces 3-là sont proposés au grand compte qui a plus qu'à interviewer celui qui veut. Donc c'est beaucoup d'algo, beaucoup de matchs. Je disais que j'étais un homme de software, pourtant je crée une sorte de SN, je co-crée une sorte de SN. Non, on a un algo qui s'arrange pour faire tout ça. On est très bon en IT Tech parce que l'algo marche bien. Se rajoute des directeurs artistiques, des choses comme ça marche moins bien parce que c'est moins facile au niveau algorithmique, on y arrivera un jour. Donc voilà, et j'ai co-décidé avec mes fondateurs d'être le DG en quelque sorte, puisque Charles est extrêmement visionnaire et extrêmement terrain hands-on, mais il y avait une sorte de crise de croissance au moment où je suis arrivé. Enfin, c'était pas une sorte d'ailleurs, on avait élevé 16 millions et le chiffre d'affaires s'effondrait. Donc on a secoué un petit peu tout et on est reparti, ce qui fait que ça fait maintenant l'année dernière. On a fait 300% de croissance et cette année, parce qu'on connaît déjà notre chiffre d'affaires de 31 décembre, on va finir à 200% de croissance malgré monsieur ou madame Covid. Globalement, les stats, c'est 90% des primo-entrepreneurs ne sont ni bons en product ni bons en business. Le taux de chute de failure est de 100%. Après 2 ans et 1 jour, puisque c'est la fin de l'allocation chômage. C'est vrai, il faut regarder les choses en face. 9% des entrepreneurs sont soit produits, soit business. Il y en a 10% qui réussissent. Mais moi, je me suis planté en certaines de mes boîtes. Et Sofiane, pareil. Enfin, je pense, excuse-moi, je t'insulte. Mais 0,9% sont product et business. 50% réussissent. Où on réussit à faire une team qui est product et business, les cofondateurs s'entendent tellement bien, sans risque, et à une telle fusion que ça revient à la même chose. Et 0,09% sont les deux et magiques. Il y en a 2-3 que vous connaissez, Elon Musk, Feu, le patron d'Apple, il y en a qui sont vraiment les deux, qui sont passionnés de leurs produits. Elon Musk, qui dort dans son usine pour arriver aux choses, quoi. Donc ça arrive, j'en connais pas, perso. J'ai eu l'occasion une fois de croiser 2-3 mecs comme ça, mais je connais pas, j'en ai pas en tant qu'ami. Bien que, peut-être Charles Thomas. Donc, ça veut dire que le produit, il est plus qu'important. Et ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas business, c'est dur, quoi. La réussite, c'est un alignement d'étoiles entre une idée, un marché, un produit et de la chance. Il faut jamais oublier le côté chance. La deuxième boîte du fondateur, enfin la deuxième, peut-être pas, je sais plus si c'est la deuxième, mais le fondateur, cofondateur de Criteo, JB Rudel, il a recréé une boîte qu'il a fermée il y a pas longtemps. Pourtant, il avait fait un super succès. Vous avez plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont fait leur deuxième boîte et qui sont plantés. Et pourtant, ils sont très bons, ils ont toutes les règles, etc. Il y a un petit côté chance, un petit côté hélas. Vous regardez ceux qui étaient avant Covid, je sais pas, celui qui avait développé une méthode pour faire des masques vachement plus vite et vachement moins cher que l'autre.
et qu'il y a eu Covid, c'est pas du coup de bol, quoi. Pas, hein. Pourquoi c'est cet alignement d'étoiles-là, c'est pas dur. Vous devez trouver un marché, exemple, 1 milliard d'individus ont chaque jour mal à la tête, c'est vrai. Ensuite, vous avez votre marché, vous avez une idée, c'est-à-dire que vous avez trouvé l'équipe, la bonne manière pour faire un système qui fait que les gens ont plus mal à la tête, que ce soit des électrodes, une pilule, ce que vous voulez, vous l'avez trouvé, vous l'avez essayé, il semble marcher, et après, il faut que le produit soit à la hauteur de ce que vous avez promis, parce que si vous le faites pas, vous avez beau avoir un marché et une idée et des gens pour le faire, ça marche pas, et si derrière ce même produit, où il y avait 1 milliard d'individus, vous le vendez à 1 000 € la pilule, votre 1 milliard d'individus au niveau marché, c'est vachement restreint. Il faut en prendre un par jour, vous n'avez plus que les milliardaires, quoi. Donc globalement, c'est toujours ça, plus un bout de chance qu'il faut être au bon moment, faire la bonne rencontre, etc., etc. Donc là-dedans, si vous faites pas le produit, si vous plantez au niveau produit, c'est un peu raté. Donc d'où la stratégie ERTA, qui, pour tous ceux qui sont vieux, ils ont vu, enfin c'est pas vrai parce que c'était encore il y a 10-15 ans, il y avait des pubs qui étaient un petit garçon qui jouait avec un petit bout de bois dans la rivière, etc. Et puis vous aviez une jolie musique et c'est marqué « Redécouvrons le plaisir des choses simples ». Ça merdait quand à ce moment-là arrivait sur l'écran la saucisse, mais bon. Jusqu'avant la saucisse, c'était top. Et « Redécouvrons le plaisir des choses simples », c'est incroyable ce que c'est utile au quotidien. Pourquoi c'est incroyablement dur de faire simple? Je vais commencer par la deuxième parce que l'homme, il est darwinien. On n'arrête pas d'inventer par changement de ce qu'il y avait avant, on appelle ça invention et c'est faux. On se contente de faire changer un petit peu pour faire quelque chose. C'est extrêmement dur d'inventer, c'est tellement plus facile de travailler par différence, comme la nature, pour ceux qui croient à Darwin, pour les créationnistes, j'y peux rien, vous allez chercher ça ailleurs. Mais on sait pas, regardez les premières locomotives électriques, c'était le look des locomotives à vapeur. Regardez les premières voitures, c'était des looks de carrosses qui étaient changés. Donc à cause de ça, c'est extrêmement dur de faire simple, parce que vous partez d'un système qui est mature, complexe, vous sentez bien qu'il faut le remplacer. On parle souvent de Renault qui disait globalement ça marchera jamais, l'expression que tu utilisais aussi, il y a une pub comme ça marchera pas, etc. Vive l'innovation. Mais regardez la guerre au moment des machines à vapeur contre les machines électriques, les gens en machines à vapeur, train à vapeur. Tout le monde leur disait ça marchera jamais, l'électrique ça marchera jamais. Les gars ont fait des magnifiques machines à vapeur, des locomotives qui avaient des puissances phénoménales, qui étaient magiques, mais seulement c'était la fin d'un monde. Et arrivait l'électricité, et c'est vachement dur de lutter parce que c'était vraiment disruptif, fortement disruptif. Et la deuxième, c'est que si vous n'êtes pas product natif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas naturellement product à aimer quelque chose de pur, quelque chose de simple, quelque chose de dépouillé, et vous êtes nécessairement complexe. Regardez n'importe quelle interface utilisateur, on rajoute des trucs plutôt que les simplifier. C'est la puissance, ce qui a donné la naissance d'Apple et de l'iPhone, c'est la puissance de Steve Jobs d'arriver à dire comment je peux retirer des trucs, là où les autres, ils rajoutaient des boutons en plus, des antennes en plus, tout en plus, des plugs en plus, etc. Et donc, dit autrement, c'est plus simple, de faire compliqué. C'est naturellement dans notre chose, c'est plus simple de faire compliqué. Donc, toute société, aussitôt qu'elle a levé des fonds, même les petites, etc., la première des choses qu'elles font, c'est qu'elles font quelque chose de complexe. Elles font un organigramme complexe, croisé, matriciel, comme une super grande boîte, parce que c'est toujours ça le prix quand on est 5. Elles vont rajouter 25 features plutôt que d'essayer d'en faire une qui marche. Donc, on est naturellement complexe. Donc, tout le temps, moi j'ai mis la saucisse dans mon bureau, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, je discute avec eux, c'est est-ce qu'on peut faire plus simple? Et franchement, c'est top. Globalement, vous savez que vous allez faire ça. Mais le problème, c'est qu'aussitôt que vous levez des fonds, vous commencez à faire ça. Et je suis désolé, tu as parlé de la première époque des startups qui était en effet au niveau des bateaux au XVIe siècle à futur Amsterdam. Il y a eu deux époques de startups récentes, désolé pour nous deux. Il y a eu celle-là, en 1884, les gens commençaient à faire des voitures et avaient des venture capitalistes, qu'on appelait des banquiers, pour leur donner de l'argent pour faire des voitures. Toutes les marques ont disparu, Hotchkiss Brandt, Panhard, des noms qui vous évoquent peut-être quelque chose pour les passionnés de voitures. Ils ont commencé par des choses comme ça. Si vous faites pas ça en premier, vous allez vous planter, ça marchera jamais. Pour faire la voiture du dessus, certes Elon Musk est intelligent, mais il a des milliers d'ingénieurs qui travaillent pour lui. Vous êtes que 3 ou 4. Si vous voulez faire ça, c'est régional comme exemple, vous pouvez pas commencer par ça, vous y arriverez pas. Il y a 100 ans d'expérience là-dessus, et les premières startups qui ont commencé à faire ça, c'était ça. Et dans les deux cas, celle de ma voiture et celle de l'avion, le gars qui est au milieu, c'est l'entrepreneur. Il l'a pas sous-traité à quelqu'un.
Déjà parce que le gars, il l'aurait jamais voulu, pas con. Le premier, il va exploser, le deuxième, il va s'écraser. Donc, et après, c'est l'entrepreneur qui y croit, il fait un truc le plus simple possible. Alors, il y en a certains, vous avez été faux de ça, il y en a eu vraiment des très compliqués, des avions. Mais faites simple, tant que ça vole pas, ça sert à rien d'essayer de faire l'autre. Et pourtant, on passe sa vie à rechuter dans notre trou régulièrement, comme le mythe de Sisyphe. Et ça, c'est la deuxième époque de start-up, 1910. Tout le monde fait des avions dans son garage et des VC. Donc aujourd'hui, c'est le numérique, hein, mais c'est pas si vieux entre les deux. Il y a eu deux guerres qui a un peu coupé les choses. Je vous rappelle ou je vous pèle, puisque je vous l'ai jamais dit avant, que vous êtes le seigneur de vos terres. Ça, c'est un employé. Non, c'est pas vrai. Vous êtes le seigneur de vos terres. C'est-à-dire que si vous devez jamais sous-traiter ce qui est le cœur de votre savoir-faire, ce qui est le cœur de votre projet, et pourtant nous passons, parce que je le fais aussi, notre vie à le faire. Vous ne pouvez pas sous-traiter l'idée que vous êtes en train de faire. Reprenez l'exemple de ma voiture et de mon avion, enfin c'est pas le mien, mais des leurs. Vous ne pouvez pas sous-traiter votre produit à une méthode. En suivant cette méthode, tu vas pondre un produit parfait. C'est pas vrai. La méthode, elle va aider. Il y a des bonnes méthodes. Ne sous-traitez pas votre stratégie produit à un consultant. Alors j'ai quelque chose de très méchant pour les consultants et j'ai été consultant, donc je l'ai appliqué à moi. Il y a quelqu'un qui me disait, en fait, un consultant, c'est un eunuque. C'est quelqu'un qui sait faire mais qui fait pas. C'est peut-être un peu dur, mais si la personne est hyper bonne à faire un produit, soit elle est dans une agence où elle a un cœur et elle aime aider les autres contre prix, ça peut arriver, mais en moyenne dans une start-up, si quelqu'un dit je vais t'aider à faire un produit, moi aussi je suis start-upper, etc., c'est qu'il doit faire son produit. S'il est excellent, il fait son produit. Alors vous allez me dire, il n'est peut-être pas entrepreneur, oui. Mais sachez qu'il y a beaucoup de conseilleurs et il n'y a pas beaucoup de payeurs. Vous pouvez vous faire aider, mais jamais ne le sous-traitez pas. Faites-le avec si vous avez besoin d'aide. Et idéalement, trouvez-vous un cofondateur pour le faire. Et ne faites pas non plus un vendeur de rêve. Le nombre de mails que vous devez tous recevoir, en tout cas moi je les reçois, qui est bonjour, je suis ukrainienne, c'est pas ce que vous pensez. Je dirige une société de développement offshore. Mon prix est à 1 euro la journée. Pour seulement 5 000 euros, je vous fais votre MVP. Désolé, ça marchera jamais. Parce qu'un MVP fait en Ukraine avec des gens dont c'est pas la langue, vous poserez la question de l'offshoring quand vous aurez 10 000 développeurs et que ça coûte trop cher. Faites pas au début. Un vendeur de rêve ou un consultant, une personne qui est proche de vous, oui, mais pas un consultant au sens personne qui vous apprend à faire des choses que lui-même n'a pas fait. Je suis désolé, je suis pas très langue de bois. Quelques-unes. Alors, quand on crée une boîte, on fait en moyenne une centaine de gaffes, on tombe dans une centaine de trous, dont 10 majeurs, ceux dans lesquels on a des chances de pas se remettre, desquels on a des chances de pas se remettre. Sachant que j'ai monté 6 boîtes, j'en ai fait 60 majeures. Et l'avantage, c'est que chez Comet, je vais en refaire 10 autres, mais ça sera pas les mêmes. Je vais essayer d'en faire un petit peu moins, mais bon. Globalement, je vous en donne 2-3 en vrac pour pas prendre trop de temps. Et c'est pas chez Comet, hein, c'est l'ensemble de mes boîtes. À un moment, on était 20 et on a embauché un CXP, un Chief Experience Officer. On faisait du soft. Le gars avait 2 piliers dans sa carrière. Il avait monté des hôpitaux en Afrique et il était exposant de choses d'art très moderne avec des sortes de flashs et des ampoules. Donc, vous voyez, c'est assez proche du métier de faire du soft. Mais il était hyper bon à parler et on l'a embauché comme Chief Experience Officer parce qu'il disait la user research, il n'y a que ça de vrai, il faut aller voir les users et savoir ce qu'ils pensent. Et donc, on lui a sous-traité la stratégie pour voir ce qu'il faisait. On l'a viré au bout de 6 mois. On avait seulement perdu 6 mois de cash. Il y en a aussi qui inventent une méthode. Parce que agile, tous les mots que vous utilisez à juste titre, hein, une méthode agile, il y a le sprint, il y a la rétro. Enfin, je sais pas combien d'entre vous sont organisés comme ça. Globalement, il y a une méthode qu'il faut suivre et qui est simple pour arriver à développer. Nous, on a réinventé une méthode, on a mis des nouveaux noms, on a cherché, etc. On est vachement fort. On fait du soft, on est en train de l'inventer. On va commencer par la méthode, d'accord ? C'est un peu comme si on veut faire l'Airbus, on fait déjà l'outillage de l'Airbus, les presses, alors qu'on n'a toujours pas après à faire voler un avion en balsa. On a fait une série A sans product market fit. Mais vu qu'on est hyper bon à lever des fonds, on a levé des fonds. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quoi en faire. Donc on a embauché. Mais on ne savait pas quoi faire aux gens qu'on a embauché. Parce qu'on n'avait toujours pas de product market fit. Donc, et ça, ce qui est chiant quand vous levez les fonds, c'est que les gens, ils vous reparlent après. Parce qu'à la limite, vous donnez de l'argent, ils ne vous l'avez plus jamais. Mais après, le board, il vous demande des trucs. C'est pénible. Vous pensiez que c'était un don. C'est pas un prêt, il n'y a pas marqué prêt, il n'y a pas marqué. Et les gars, après, ils vous cassent les pieds. Franchement, les boards, c'est horripilant. Oh, c'est un peu leur pognon.
Là, je vais terminer par la dernière parce qu'il y en a d'autres. C'est une chose que devrait faire l'entrepreneur, c'est tout le temps se dire, donc, est-ce que, regardez sa saucisse le matin, excusez-moi, ça reste. Je retire ce que j'ai dit. Regardez le tableau Erta le matin, c'est mieux comme ça, c'est plus politiquement correct. Et la deuxième, retirer ses lunettes roses et le poser sur le bureau. Entrepreneur, c'est un métier qui est tellement difficile qu'on est obligé d'être optimiste à la place des autres. Déjà, vous avez une petite équipe qui vous suit. Donc, tout succès, il faut le partager avec l'équipe. Et à chaque fois que quelqu'un se viande, c'est de votre faute. Donc, vous passez votre vie à vous prendre des gamelles. Tout est de votre faute. Votre board vous insulte, enfin, pas forcément, il peut vous parler méchamment seulement. Et vous passez votre vie à prendre les tartes et devoir sourire quand quelqu'un a fait les choses bien et le partager à la team. Et donc, nécessairement, vous êtes hyper optimiste. Heureusement. Que sinon, on ne ferait jamais faire entrepreneur. Et donc, vous passez votre vie à mettre des lunettes roses pour voir la vie en rose. Et voir la vie en rose, c'est hyper dangereux. C'est aussi dangereux que d'être compliqué. Il faut être simple et retirer ses lunettes roses. Il faut regarder la vérité en face. Là, ça fait 3 mois qu'on a dit qu'on aurait 5000 users à la fin de ce mois. On les a pas. Dites pas, non, je vais refaire pendant 1 mois. Non, on les a pas. Voilà. Et donc, après, je vous partage certaines règles. Je pense que vous pouvez trouver les slides où vous voulez. Voilà. Donc, c'est les tables de la loi. C'est quelques règles purement perso. Mettez Erta tout le temps. Au moins, j'ai utilisé le mot Erta parce que j'espère que ça marquera l'esprit de ceux qui sont concernés. Mettez-le tout le temps. À chaque fois que vous avez quelque chose à faire, ce que je peux faire simple. Si vous avez de l'argent, ne le dépensez pas. Alors, je suis pas VC. J'ai investi en 2-3 places. Je suis pas VC et le VC passe sa vie à dire tu dépenses trop. C'est un peu son métier. Mais c'est vrai. Tant que vous n'avez pas vraiment, en retirant les lunettes roses, vérifiez que vous n'étiez pas arrivé à tel point. Pourquoi embaucher une personne en plus? Si votre CTO vous dit j'ai pas assez de développeurs, mais que vous n'avez pas trouvé votre market fit, ne prenez pas un développeur de plus pour faire plus de features. Vous n'avez toujours pas trouvé la feature. Donc faites les choses simples. C'est 100 ans quand on a de l'argent, on a envie de dépenser. On est dans une société qui nous a branchés comme ça à consommer, mais non. Si vous êtes prêt PMF avant le product market fit, vous ne devez pas être plus de 3 ou 5, si possible non payé. Non pas pour vous empêcher, mais il y a le chômage qui vous paye pendant 2 ans. Et d'autre part, ça va bloquer complètement les réflexions. Vous n'avez pas besoin de 1, 2 ou 3 développeurs. Enfin, 1 ou 2, ça suffit pour faire quelque chose. Tant que vous n'avez pas trouvé le truc magique, pas magique, le truc qui marche, qui fait que, enfin, bref, c'est pas à moi de vous parler de PMF, on en a parlé, mais cherchez pas à grandir vite, cherchez pas à grossir vite, ou pas tant que vous n'avez pas votre PMF. Laissez tomber vite. Alors ça, c'est l'énorme problème latin versus anglo-saxon. On a tellement peur de l'échec qu'on s'accroche comme ma chienne à son os. Et on n'arrive pas à laisser tomber parce que c'est un peu notre bébé. Si tout vous montre que ça ne marche pas sur une feature, laissez-la tomber. Si tout vous montre en retirant les lunettes roses et puis des conseillers copains, ils disent non, ça marche pas, ta boîte marche pas, arrêtez. Ça sert à quoi d'atteindre les fatidiques 2 ans dont je vous parle, ou d'atteindre la fin du cash, ou d'atteindre de mourir? Il y a dans une des boîtes que j'ai laissé tomber, dans la boîte que j'ai laissé tomber, on avait levé 1 million aux États-Unis. Au bout de 6 mois, notre concurrent a levé 60 millions avec un PMF. Nous, on était en train de l'avoir. On a regardé si on était capable de lever autant. On était pile sur le même marché. On a rendu l'argent qui restait au VC. Et puis, on a fait autre chose. Parce que c'était la chose à faire. Ça fait mal. Tout le monde qui croyait au projet, ils ont mal, etc. Mais c'est pas grave. Vous voyez ça un peu comme une relation amoureuse, si je peux me permettre. Laissez pas tourner les trucs en sucette, en cacahuète. Au bout d'un moment, il faut se dire non. Ça sert à rien de dire je vais essayer de. Alors c'est facile à dire, hein, surtout quand c'est amoureux. Mais une boîte, c'est un peu amoureux. Mais non, il y a des moments. Regardez la vérité et prenez des aides, pas forcément des consultants. Prenez des copains pour savoir si des copains techniques pour dire oui, il y a des chances ou pas. Non, si vous n'y arrivez pas, faites autre chose. Retirez vos lunettes roses. Et puis la dernière, je pense que ça c'est un peu Erta. Si votre grand-mère, elle comprend pas ce que vous lui dites quand vous parlez de votre boulot, c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. C'est que vous expliquez mal et c'est encore trop compliqué. Ça marche aussi avec votre grand-père. Faites des choses simples. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.